Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de juin de Veille Formation. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec Gaspard David. Bonjour Alexa, bonjour à Voilà, tous. bonjour Gaspard. Gaspard est de la société Edco. Il va vous présenter la mission d'Edco et en quoi Edco est très, très, très utile à tous les acteurs de la formation. Nous sommes d'ailleurs partenaires et c'est à ce titre que nous co-animons ce webinaire parce que nous partageons, et ce n'est pas rien de le dire aujourd'hui, les mêmes valeurs et les mêmes ambitions pour le secteur de la formation. Alors, je ne tarde pas à démarrer. Je rappelle donc que vous pouvez poser toutes vos questions tout au long du webinaire dans le question-réponse qui est à votre disposition. Et s'il vous plaît, pas dans le chat. Euh, voilà, on vous partage tout de suite cette présentation. Nous allons donc parler, bien sûr, au-delà de la veille mensuelle, du rôle clé des enquêtes et des questionnaires dans le maintien de votre certification Calliope. On va voir en quoi, justement, tous ces questionnaires qui jalonnent les indicateurs sont très importants. Il faut bien les aborder et bien les comprendre. Vous le savez, je suis Alexa Rousseau, je suis auditrice et accompagnatrice Calliope, pardon, et je suis aussi la fondatrice de Veille Formation. J'ai donc le plaisir de co-animer ce webinaire avec Gaspard David, que je vais laisser se présenter tout de suite. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Gaspard, je suis le cofondateur de la société Edco. Et Edco, c'est donc une solution de gestion de la qualité qui est 100% sur mesure et automatisée, qui a été conçue pour répondre à trois objectifs très très simples. Le premier, c'est faire gagner énormément de temps à nos partenaires sur le processus de création, diffusion, collecte et analyse de données. Le deuxième objectif, c'est de leur garantir aussi la conformité par rapport aux normes et certifications du secteur. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir ici avec les enquêtes et Calliope. Et puis le troisième objectif, de leur permettre de capitaliser sur les données collectées. Super. Bon, alors vous allez le voir, Gaspard est très enthousiaste et parle très vite. On a beaucoup de choses à vous dire, mais si tu peux, Gaspard, Bien parle un sûr, tout petit peu moins vite parce que vraiment, c'est très important que tout soit bien compris ça marche. par nos spectateurs du jour. Pour vous aider, donc dans le chat et dans le question-réponse, vous aurez le plaisir d'être accompagné par Salomé de Edco et Elodie de Veille Formation. N'hésitez pas, voilà, à vous rapprocher d'elles si vous avez des questions par rapport au déroulé de ce webinaire. Alors, petit point sur l'indicateur 23 et la veille légale et réglementaire. Que s'est-il passé depuis notre dernier webinaire? Bon, vous avez l'habitude maintenant que je vous parle des contrôles qualité renforcés. C'est un peu la toile de fond du moment dans l'univers de la formation. Il y a eu un webinaire très intéressant que je vous engage à revoir, qui a été proposé par CFS+, le 20 mai dernier. Donc, vous trouverez facilement le replay. Ce webinaire a permis de décrypter le référentiel de contrôle qualité de D2OF. D2OF, c'est en fait le GIE qui administrait Datadoc et qui a donc le pouvoir de diligenter des contrôles au-delà des audits Calliope, bien évidemment, faire des contrôles croisés. Le référentiel de ce GIE n'étant pas du tout le même que Calliope. Bien évidemment, il y a des similitudes, mais ce sont deux référentiels différents. Eh bien, CFS+ vous a proposé un décryptage animé par justement le président du GIE Datadoc, Thierry Teboul, et maître Sabrina Dougados. C'était très intéressant et vraiment, c'est important de se renseigner sur ce qui peut vous être demandé, parce que plus vous êtes renseigné, plus vous pouvez vous y préparer. Ça paraît évident, mais c'est vrai que quand on se retrouve confronté à ce type de contrôle, on est parfois un peu démuni. En Conseil des ministres le 28 avril dernier, eh bien, nos ministres qui encadrent l'enseignement et en particulier le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé des réformes à venir. La réforme du système de certification professionnelle et puis on va voir sur les slides suivantes que justement un premier décret est paru là-dessus. L'idée, c'est de proposer une meilleure adaptation des formations aux besoins économiques, entre guillemets, aux besoins métiers, aux besoins du marché, euh, avec aussi des exigences accrues en termes de contenu de diplôme,
en termes de confort des publics accueillis et en termes de résultats d'insertion. On va détailler ce décret dans 2 slides, vous allez voir. Une remise à plat de Calliope, donc on peut s'attendre à une version 10. Alors, est-ce que ce sera d'ici la fin de l'année ou est-ce que ce sera en 2026? Là, pour l'instant, on ne le sait pas encore. L'idée est de garantir un standard de qualité réel. Alors, on peut se demander si aujourd'hui Calliope ne garantit pas un standard de qualité réel. Alors, j'ose croire quand même que pour certains, c'est largement le cas. Mais en tout cas, pour l'apprentissage et l'enseignement supérieur, visiblement, les ministres pensent que ce n'est pas suffisant. Quant au CFA, une réforme du financement est aussi en cours. Vous savez sans doute, amis CFA, que vous allez avoir un décret qui va sortir au mois de juillet, qui va parler, on va le voir sur les slides suivants, du financement de certains niveaux d'apprentissage. Donc l'idée, c'est de mieux flécher ces financements sur les besoins et compétences, hein. On revient toujours sur ce cœur métier, compétences, métier en tension, et en particulier sur 2 niveaux de qualification, le niveau 3 et le niveau 4. Tout cela, on va attendre, bien sûr, avant de s'affoler, de voir les décrets sortir ou les arrêtés sortir, parce que bon, les effets d'annonce du gouvernement, on y est quand même suffisamment habitué pour savoir que parfois, entre ce qui est dit et ce qui est réel, il y a un gap. Donc, pas d'affolement, simplement soyez vigilants et continuez à bien faire votre veille. Donc, l'enseignement supérieur. Voilà ce que le ministre Philippe Baptiste a dit. Il a évoqué donc une refonte de cet enseignement supérieur privé, suite, vous le savez, à la parution du livre qui a fait scandale et qui s'appelle Le Cube, voilà, qui a fait un scandale sur l'enseignement supérieur et certaines pratiques. Voilà, donc le ministre indique qu'il y aura donc 2 cercles privilégiés, entre guillemets, dans l'enseignement supérieur. Un cercle qui recoupera les universités publiques et les grandes formations du privé. On ne sait pas comment elles seront choisies, mais visiblement choisies par le gouvernement, qui sont pour lui dans un cercle de confiance étroit et qui devront voilà, démontrer qu'elles sont dans une démarche de recherche constante et d'intégration, en tout cas de favorisation de la mixité sociale, puisque ce sont 2 axes forts développés par le ministre. Un second degré de labellisation dans ce nouveau système comprendra les établissements privés agréés, qu'ils soient à but lucratif ou non, et qui vont devoir quand même répondre à un certain cahier des charges, donc en plus de Calliope apparemment, puisque c'est l'État qui certifiera leur qualité. Les établissements qui n'auront pas reçu d'agrément dans ce nouveau dispositif ne seront plus présents sur Parcoursup, puisque le but, c'est de faire justement le ménage pour proposer, je cite, une zone de confiance pour les familles. Donc, au-delà de ce cercle, les établissements n'auront plus que Calliope pour faire valoir finalement leur qualité, mais cela veut peut-être dire effectivement qu'il y aura d'autres dispositifs pour eux, notamment en termes de financement. On peut se demander s'il n'y aura pas un financement quelque part un peu à 2 vitesses. En tout cas, une mise en avant, ça c'est sûr, des formations des 2 premiers cercles, c'est certain. Alors, je parlais du décret tout à l'heure du 6 juin qui est vraiment paru là très très récemment. Donc, Euh, ce décret vient poser 2 nouveaux critères d'enregistrement pour les certifications professionnelles et 2 nouveaux critères de contrôle. Depuis ce décret, France Compétences va pouvoir purement refuser une demande d'enregistrement sans avoir réellement examiné le fond du dossier. S'ils estiment qu'il y a fausse déclaration sur les promotions de titulaires, par exemple sur le taux d'insertion ou sur les types d'emplois occupés, s'ils estiment qu'il y a un plagiat de référentiel, donc vous allez me dire, il faut quand même qu'ils le lisent, c'est une discussion qu'on avait avec les équipes tout à l'heure, peut-être que l'IA passera par là pour justement aller regarder s'il y a plagiat. En tout cas, s'il y a copie littérale sans innovation et adaptation, ce sera refusé sans lecture. Ou s'il y a communication mensongère au public, donc là, cela signifie que vos sites Internet, vos outils de communication seront observés à la loupe avant lecture du dossier. Pour l'analyse des critères, on va encore plus vérifier l'adéquation du métier
et des emplois euh, par rapport effectivement à ce que vous proposez, c'est-à-dire que la nature des emplois réellement exercés, le niveau de qualification exigé sera passé à la loupe. Est-ce que en termes d'insertion professionnelle, vous êtes aux attendus du marché? Donc, c'est encore plus important aujourd'hui d'effectuer une veille au titre de l'indicateur 24 sur les évolutions des métiers, des compétences et des emplois de vos secteurs de formation, parce que effectivement, aujourd'hui, c'est cette adéquation, cette corrélation qui est regardée à la loupe. Pas seulement pour les certifications professionnelles ou l'enseignement supérieur, finalement, vous le voyez, quand aujourd'hui une nouvelle demande de déclaration d'activité est déposée, c'est avant tout cet aspect professionnalisant que les équipes de la DRETS ou de la DRIETS regardent. Donc, dans les critères que France Compétences va regarder encore plus à la loupe, il va aussi y avoir les moyens mobilisés. Donc là, on retrouve aussi ce qu'on voit dans Calliope, à l'indicateur 17 ou à l'indicateur 18, l'équipement, la pédagogie, l'encadrement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'aperçoit que pour euh, certaines catégories d'établissements, les moyens mis à disposition ne sont pas du tout au rendez-vous par rapport à ce que le référentiel exige. Donc, la base étant le référentiel, il va falloir que le référentiel de certification décrive de plus en plus profondément tous ces éléments pour qu'ensuite les contrôles puissent être diligentés. La qualité des référentiels va aussi être observée, c'est-à-dire la cohérence entre les activités, les compétences et l'évaluation. Et il va falloir intégrer obligatoirement des enjeux environnementaux, donc tout ce qui concerne la transition écologique, la transition numérique, les règles de sécurité au travail par rapport aux métiers dispensés et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc ces thématiques étaient déjà plus ou moins abordées au niveau des certifications professionnelles. Là, on n'a plus le choix et ça va être observé à la loupe. Là encore, la veille est très très importante. En ce qui concerne l'encadrement des données de promotion, ça c'est une bonne nouvelle. L'analyse des promotions peut être proposée sur un an plutôt que 2 ans précédemment. Seulement, votre certification ne sera enregistrée que pour 3 ans maximum, et on comprend bien pourquoi. Et seules les données des titulaires ayant effectivement obtenu la certification sont recevables. On ne peut pas regarder les données de personnes qui sont encore en cours de formation. Pour les habilitations des organismes tiers, il va falloir présenter obligatoirement un contenu précis, l'objet exact, la période de validité, les certifications ou les blocs concernés, les contreparties financières, donc elles devront être clairement énoncées, les conditions de sous-traitance, les obligations minimales, la durée, l'encadrement, la conformité au référentiel. Et bien évidemment, on va s'attendre à ce que le certificateur qui propose cette habilitation vérifie que les personnes qu'il a habilitées, en tout cas les établissements qu'il a habilités, sont au rendez-vous. Il devra transmettre ces éléments à France Compétences, encore une fois, pour les contrôles croisés. Les organismes habilités, quant à eux, devront utiliser de façon particulièrement stricte l'intitulé de la certification. Et ça, on sait que sur le marché, parfois, il y a une grosse inspiration du référentiel, mais des intitulés différents, ce ne sera plus possible. Il faudra respecter à la lettre le référentiel. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça veut dire dans le sens où, mais enfin, c'est en tout cas une question que je me pose. Est-ce que si on respecte exhaustivement le référentiel, on peut faire plus, proposer des modules supplémentaires ou pas? Et il faudra respecter les formats. Donc, quand on voit durée présentielle, stage et effectif, si effectivement on doit s'en tenir à la durée stricte du référentiel, on ne pourra pas proposer de contenu supplémentaire. Mais tout ça, ce sera à vérifier dans les prochains mois et surtout auprès d'accompagnateurs qui en savent beaucoup plus que moi sur le sujet. Moi, je reconnais mes limites en termes de certification professionnelle. Quant au renforcement des contrôles et des sanctions, eh bien, France Compétences peut lancer des contrôles sur pièces, ça on le savait, mais aussi sur signalement. Donc, ça induit quand même que, effectivement, des personnes qui seraient insatisfaites, et donc c'est toute la thématique du jour, ce suivi de la satisfaction et de l'insertion, pourraient signaler à France Compétences que la certification n'atteint pas son objectif.
Le pouvoir de contrôle de France Compétences, bien sûr, s'étend aux certificateurs, mais également aux organismes habilités. Donc, France Compétences peut décider d'aller regarder au niveau des organismes habilités ce qu'il se passe pour vérifier sur pièce. Et les sanctions sont graduées en fonction de la gravité et de la récidive. Par exemple, un délai d'un an avant un dépôt, un nouveau dépôt, si vous avez essuyé 3 refus, une suppression, bien sûr, de la certification concernée, mais de tout ou partie du catalogue également. Et ils ont été jusqu'à prévoir une interdiction pure et simple de dépôt jusqu'à 2 ans pour certains cas de récidive. Bon, je vous engage à aller regarder, en tout cas si vous êtes concerné, le détail de ce décret. C'est très important de bien aller voir dans toutes ces lignes ce qu'il propose et si vous êtes accompagné sur le sujet, d'en discuter. Pour l'apprentissage, je fais vite parce que je sais que ça ne vous concerne pas tous. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, il y a une nouvelle édition du guide pratique de l'alternance. Ce guide pratique, vous le savez, vous pouvez le transmettre aux employeurs partenaires pour qu'ils sachent vraiment ce qui les attend en termes de financement et de modalités. France Compétences a également sorti un question-réponse relatif à la déclaration des données comptables au titre de l'exercice 2024. Donc ça peut être très utile pour vous, CFA, OFA. Et quant au montant et aux conditions d'éligibilité de l'aide unique aux employeurs d'apprentis, vous le savez, eh bien, effectivement, on va s'attendre à partir du 1er juillet à une participation financière obligatoire de l'employeur qui sera mise en place pour les contrats d'apprentissage de niveau 6 et 7. Cette contribution, on le sait déjà, sera de 750 € par contrat, sauf s'ils sont signés après une rupture. Le projet de décret prévoit également un niveau de prise en charge proratisé, c'est-à-dire que l'OPCO verserait au CFA un niveau de prise en charge ajusté en fonction du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat. Alors là encore, il faut attendre de savoir comment les modalités de calcul vont être définies. Et quand le contrôle de service fait, il servira au dernier versement, qui est envisagé à 10% de ce niveau de prise en charge, et il sera conditionné à la transmission, dans un délai de 4 mois après la fin du contrat, de différents justificatifs, la facture, le certificat de réalisation et peut-être d'autres. Et si ces justificatifs ne sont pas fournis, alors le solde ne sera pas dû. Voilà, donc bien évidemment, quand le décret sera sorti, nous ferons sans doute lors de notre prochain webinaire un point sur le sujet. Je fais vite une petite passe sur la veille métier, simplement pour vous dire qu'il est de plus en plus important d'aller élargir un petit peu votre veille métier. Bien sûr que vous le faites tous, vous regardez précisément ce qui vous concerne, ce qui concerne les métiers sur lesquels vous formez. Il va peut-être falloir élargir le spectre et aller regarder ce qui se passe sur le marché du travail. Bien sûr que pour certains, vous le faites déjà et vous le faites très bien. Mais j'attire votre attention. Vous l'avez vu, la transition écologique, la transition numérique sont des sujets qui sont effectivement prisés là dans le cadre des certifications professionnelles, mais on peut s'attendre à ce que ces sujets-là, y compris le handicap, soient aussi des sujets qu'il va falloir surveiller en tant qu'organisme de formation, qu'on soit sur le CPF, qu'on soit sur des certifications professionnelles ou non. Voilà. Donc, élargissez votre spectre les besoins en compétences, notamment dans le cas de l'IA, c'est pour ça que j'ai mis cet exemple. Forcément, ils vont un petit peu révolutionner le paysage. Donc, je sais que l'IA, c'est vraiment le sujet du moment et on en a peut-être parfois un peu marre de l'entendre. Néanmoins, on ne peut pas faire l'impasse et ne pas aller regarder ce que ça change sur le marché du travail parce que sinon, on devient déconnecté de cette réalité. Donc voilà, on a mis ces exemples-là. Sur la reconversion professionnelle, vous voyez, il y a une petite étude qui est sortie sur le fait que les formations longues permettaient peut-être une meilleure reconversion. La liste des métiers en tension a été actualisée. Une enquête de satisfaction et d'insertion de la branche des OF est sortie. Vous pourrez la retrouver chez Acto. Sur la veille innovation pédagogique et technologique, on vous propose là aussi ces petits contenus-là.
un Padlet que vous retrouverez pour nos abonnés en tout cas sur notre plateforme, qui vous parle de tous les outils et toutes les ressources en lien avec l'IA. Donc, il est très bien fait, ce Padlet. Il a été réalisé par Richard Emmanuel East. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais il m'en voudra pas. Et il est très, très complet. Il a été mis en avant par une école suisse. Un moteur de recherche qui est pensé pour les chercheurs. Donc, si vous êtes chercheur, enseignant-chercheur, ou en tout cas faites partie d'une université, allez voir sur Outitis ce moteur de recherche qui vous est particulièrement dédié. Nos amis de Ccampus ont aussi proposé plusieurs articles très intéressants. On a choisi de mettre celui-ci en avant, animer une séquence de régulation information. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec l'indicateur 12. Il vous explique comment justement l'animation, la régulation, la gestion des crises que vous pouvez rencontrer parfois en formation est très, très importante, bien sûr, pour garder les personnes mobilisées et éviter les situations d'abandon. On a mis aussi ce petit générateur d'icebreaker qui est assez rigolo à utiliser. Vous décrivez les situations que vous rencontrez au départ d'une formation, les objectifs, et il vous propose différentes situations d'icebreaker. Être formateur en 2025, nos amis de C'est quand la pause vous proposent un podcast assez intéressant et éloquent justement sur les défis et les tendances de ce métier de formateur aujourd'hui. Je vous invite à aller l'écouter. Et enfin, on a fait une publication là-dessus sur LinkedIn. Faire des PowerPoint avec ChatGPT, est-ce que c'est possible? Eh bien, vous allez trouver la réponse dans cet article-là. Euh, Effectivement, selon les versions de Windows, de Copilot, etc., on peut faire plus ou moins de choses. En tout cas, là encore, l'idée, c'est d'aller explorer les possibilités et les limites aussi de l'intelligence artificielle pour vous aider dans votre métier. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ça et découvrir notre plateforme de veille, parce que là, à chaque fois, bien évidemment, nous vous proposons quelques petits contenus, mais sachez que tous les jours, nos équipes déposent 10 à 15 contenus sur notre plateforme pour vous aider à faire une veille à la fois très précise et très vaste sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur et qui sont extrêmement importants dans votre environnement d'organisme de formation. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une démo avec Elodie, par exemple, qui est là aujourd'hui avec nous. Parce que voilà, ça n'engage que 45 minutes de votre curiosité, mais vous verrez en quoi les services de veille formation vous sont précieux et pourquoi la communauté aujourd'hui nous fait confiance. Je vais laisser maintenant la parole à Gaspard et je vais départager mon écran pour qu'il puisse prendre la main. Voilà, Merci, c'est Alexa. à toi. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je vais intervenir au début, en tout cas, entre chaque slide pour faire un petit point de rappel sur ce que demande Calliope, ma qualité d'auditrice et d'accompagnatrice. Et Gaspard va, quant à lui, vous proposer des bonnes pratiques, des tips qui vous seront particulièrement utiles et qui euh, montrent justement sa grande expérience en la matière. Vous allez voir que on va vous proposer tout un tas de choses peut-être auxquelles vous n'aviez pas encore pensé. Donc, si on représente les différents questionnaires qui sont demandés dans Calliope sur une frise chronologique, eh bien, effectivement, avant la formation, on va vous demander, pour construire votre formation, d'évaluer les besoins et les attentes de vos bénéficiaires, mais également des donneurs d'ordre, puisque parfois ils sont concomitants et puis parfois ils sont différents. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller explorer ces deux populations-là, le donneur d'ordre et les apprenants en eux-mêmes. On vous demande aussi d'évaluer le positionnement et les acquis avant la formation de vos apprenants. Pendant la formation, vous allez devoir effectuer un recueil d'abord de l'évaluation des objectifs. Pardon, je vais refaire ma phrase parce que sinon ça ne va pas être assez clair. Vous allez devoir plutôt évaluer l'atteinte des objectifs par vos apprenants au titre de l'indicateur 11, vérifier ce qu'ils ont compris de ce que vous avez dispensé. Et puis, à la fin de la formation, traditionnellement, on va proposer un recueil des appréciations
voire des réclamations, en tout cas de la satisfaction de vos apprenants et puis des autres publics qui constituent vos parties prenantes. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est plutôt recommandé. Vous pouvez faire une évaluation à froid de ces mêmes appréciations et de cette satisfaction, de l'atteinte des objectifs. Et ça, effectivement, en revanche, si vous êtes sur une certification professionnelle, bien évidemment qu'on va vous le demander. C'est pour ça qu'on a fait aussi figurer l'indicateur 3 au-delà de l'indicateur 11. Je te laisse passer. Voilà. Donc, on va reprendre chacun de ces indicateurs avec effectivement le détail des bonnes pratiques. L'indicateur 4, le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise ou le financeur concerné. Parmi les exemples de preuves, bien sûr, vous allez pouvoir proposer une grille d'analyse, un questionnaire, tout un tas de choses qui vont vous permettre, bien sûr, de calibrer ce besoin. On va voir comment et de poser une bonne question. L'indicateur 8, quant à lui, vous demande de déterminer les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation, c'est-à-dire de connaître le niveau de vos apprenants à l'entrée de la prestation. Pourquoi c'est important? Parce que si ce niveau est très hétérogène, parfois, vous pouvez vous retrouver dans des situations compliquées à gérer. Donc, au mieux vous connaissez vos apprenants, leur niveau de compréhension initiale, au plus vous pouvez vous préparer en tant que formateur, c'est hyper important. Donc, pour vous préparer à ça, vous pouvez effectivement faire des diagnostics préalables. Évidemment, s'il y a des gestes techniques, s'il y a des choses particulièrement précises que vous devez collecter en termes de positionnement, on attendra peut-être de le faire le premier jour de la formation, mais en principe, ce qui est recommandé, c'est de le faire en amont. Ça peut être aussi un auto-positionnement, une procédure qui vous est propre, des quiz, des QCM. En tout cas, l'important va être de les collecter et de les transmettre à vos formateurs avant le début de la formation. Je te laisse maintenant prendre la main, Gaspard. Exactement. Et merci beaucoup, Alexa, pour toutes ces précisions. Plusieurs bonnes pratiques ici à mettre en place. Déjà, ce qu'on peut vous recommander, dans la mesure du possible, évidemment, c'est de faire un questionnaire pour valider deux indicateurs. C'est-à-dire de diviser votre enquête en deux parties. Une première partie qui sera dédiée à des questions d'attente et besoin, donc pour l'indicateur 4, et une deuxième partie qui sera dédiée plutôt à de l'auto-positionnement pour ici valider l'indicateur 8. L'idée, c'est vraiment d'être efficace et du coup de faire une pierre deux coups. Sinon, qu'est-ce qui est attendu ici? L'essence même de ces indicateurs, d'après moi, il y a vraiment deux choses. La première, c'est de faire parler, par exemple, le bénéficiaire. Et pour le faire parler, il ne faut surtout pas oublier les questions ouvertes. Ça, c'est très important. On va le voir ensemble dans un exemple de questionnaire juste après. Et attention aussi à ne pas oublier les questions sur les PSH, donc les personnes en situation de handicap. Trop souvent, on l'oublie, on le voit et c'est indispensable et on peut se faire taper sur les doigts là-dessus. Donc, c'est très important. Donc, le premier objectif, c'est du coup de faire parler les bénéficiaires. Et Alexa l'a très bien dit, mais le faire parler dans quel but? De pouvoir derrière adapter la formation en fonction des retours avant le début de l'action de formation. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce qui est primordial. Et donc, pour atteindre cet objectif de pouvoir adapter aussi l'action de formation, il faut pouvoir être en mesure de, par exemple, partager les résultats de ces enquêtes-là aux formateurs afin qu'ils puissent en prendre connaissance et ajuster le contenu du cours si besoin. Petite précision, si vous ne pouvez pas faire du coup une enquête pour valider ces deux indicateurs, pas de panique. Vous pouvez très bien faire du coup deux enquêtes distinctes. Pensez bien néanmoins à envoyer par exemple le questionnaire d'attente et besoins en même temps que la convocation pour éviter une multiplication des contacts et avec le bénéficiaire une noyée d'informations. Pas envoyer par exemple un premier mail avec la convocation, un deuxième mail avec le questionnaire d'attente et besoins et puis un troisième mail par exemple avec de l'auto-positionnement. Pensez aussi que le guide de lecture il spécifie bien que la procédure d'évaluation, donc le quiz par exemple ou l'auto-positionnement, peut être effectuée au début de l'action de la formation. Et dans ce cas-là, c'est génial, profitez-en pour faire remplir dès le premier jour en classe, par exemple, l'auto-positionnement, le diagnostic. Comme ça, vous allez avoir un taux de complétion qui sera absolument génial. Mieux que des mots, ce que je crois, c'est aussi une petite démonstration. Donc, on va prendre ensemble un questionnaire d'attente et besoins. Alors, juste ici. Est-ce qu'Alexa, tout le monde voit bien aussi mon écran avec le questionnaire? En train de charger. Allez, magnifique. Donc là, vous voyez un exemple de questionnaire, du coup, qui est divisé en deux parties. Une première partie dédiée à l'attente et besoins et une deuxième partie au diagnostic, donc l'auto-positionnement.
Pensez bien, le questionnaire, ça reste quand même la première brique du process qualité. C'est important de bien le construire, qu'il soit aussi agréable, qu'on sente votre ADN, de coller aussi avec votre charte graphique, votre design et de ne pas oublier non plus les mentions RGPD qui sont indispensables. Donc là, c'est vraiment un exemple de questionnaire. Ne vous inquiétez pas, hein, tous les exemples de questionnaire, tous nos modèles seront possibles au téléchargement gratuitement à la fin du webinaire. Donc, première question, qui êtes-vous? Donc, vous pourrez par exemple remplir ici. On va remplir ensemble, hein, ça sera assez. On va prendre par exemple un stagiaire qui s'appelle Alexandre Dumas. Un premier exemple de question ouverte, c'est par exemple, qu'attendez-vous de cette formation? Ça, c'est très important. On va remplir ensemble le questionnaire. Donc, je mets une première réponse. En quoi cette formation s'intègre dans votre projet professionnel? Ça aussi, c'est extrêmement utile pour bien comprendre quelle est la démarche, pourquoi il a voulu se former, quels sont les points forts de la formation qui vous intéressent. Ça permettrait aussi d'être assez intéressant pour comprendre si le descriptif de la formation a bien été lu, par exemple. Avez-vous des questions particulières à poser aux formateurs, pardon. Ça, c'est aussi la raison pour laquelle je vous disais que c'est important de donner après ces informations-là aux formateurs pour qu'ils puissent ajuster le support. Donc là, par exemple, on pourrait dire, pourrait-on adapter le contenu à nos métiers? Donc ça, c'est des exemples de questions d'attente et besoins. On n'oublie pas aussi ici les questions sur les personnes en situation de handicap. On peut créer des scénarios. Donc, admettons, on met non, on passe directement à la suite de l'enquête qui est dédiée à l'auto-positionnement. À l'inverse, si par exemple j'avais eu oui, on peut aller chercher de l'information sur OK, qu'est-ce qu'on doit adapter pour vous accueillir au mieux pour commencer l'action de formation. Et puis après, sur de l'auto-positionnement, un exemple, ça pourrait être celui-ci, c'est-à-dire faire une matrice avec 2, 3, 4 objectifs et donner la possibilité sur une échelle de 1 à 5 aux stagiaires, par exemple, aux bénéficiaires de s'auto-positionner. On n'oublie pas non plus les mentions RGPD et on peut envoyer. Donc ça, c'est clairement un exemple de typologie de questionnaire qui regroupe ces deux indicateurs. Ce qui est très important, et on l'a discuté, c'est de pouvoir après traiter ces données-là. Et là, on pourrait imaginer donner accès à un tableau de bord comme celui-ci, ou tout simplement donner accès aux résultats au formateur, où lui va pouvoir très simplement prendre par exemple la donnée d'Alexandre Dumas qui a rempli ce questionnaire-là, voir un petit peu quel est son positionnement sur l'objectif 1, comment il se situe, sur l'objectif 2, comment il se situe, et sur l'objectif 3 également. Est-ce qu'il est en situation de handicap? Oui, non, là en l'occurrence non. Et ici, la réponse à toutes les questions ouvertes. Et ça, le formateur, s'il a accès à ça, il pourra complètement, du coup, adapter, ajuster le support de cours et adapter au mieux son action de formation. On peut aussi lui demander s'il a déjà euh, suivi une formation sur la même thématique pour effectivement connaître son niveau d'entrée. Ça peut être aussi son expérience professionnelle, si c'est important pour vous, notamment si vous avez des prérequis à valider. Oui, parce que petite précision, on pense souvent que si on n'a pas de prérequis à valider, l'indicateur 8 n'est pas applicable. Eh bien, si, il l'est dans tous les cas. Donc, ne vous faites pas avoir par la formulation parfois un peu obscure des indicateurs. Vous devez dans tous les cas regarder le positionnement des personnes que vous formez. Ça peut être une simple question, effectivement, sur le poste qu'il occupe, depuis quand, et s'il a effectivement suivi une formation similaire. En tout cas, vous devez collecter une ou plusieurs données sur ce positionnement pour être Complètement. conforme. Et donc là, c'était un exemple de questionnaire. Évidemment, on pourrait poser d'autres questions et vous pouvez ici avoir des modèles et à la fin du webinaire aussi d'autres typologies de questionnaires avec des questions un peu plus justement complètes sur ces indicateurs-là. Voilà. Plus votre formation doit mener à l'acquisition de, par exemple, je disais, un geste technique ou des choses comme ça, hein, puis si on n'est pas sur des formations très généralistes, plus le positionnement va être important. Je pense à des formations en informatique, par exemple. Comment former en même temps quelqu'un qui n'a jamais ouvert un logiciel et quelqu'un qui a déjà un niveau intermédiaire, voire expert? On est forcément obligé d'envisager un groupe de niveau ou si le client s'y oppose, hein, parce que je connais la réalité du marché, parfois les clients ne veulent pas dissocier les sessions, eh bien il va falloir prévoir peut-être d'associer la personne qui est plus experte sous une forme de co-animation, pourquoi pas, lui proposer d'interagir comme justement un expert ou de faire de la pédagogie, c'est-à-dire d'accompagner ses petits camarades dans l'obtention de leurs nouvelles compétences. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas
le laisser de côté et espérer qu'il ne va pas s'ennuyer et donc avoir à la fin un commentaire catastrophique sur votre formation, hein, déjà, et puis une personne qui aura le sentiment de n'avoir rien appris. C'est surtout ça le danger. Ok. Donc là, on était en amont de la formation. Ces questionnaires vous ont permis de bien connaître vos apprenants, de concevoir votre formation. C'est tout l'objet du critère 2 de Calliope. Là, on est dans le critère 3, c'est-à-dire la mise en œuvre. Et au titre de cette mise en œuvre, un essentiel, et c'est vraiment un essentiel, puisque avant même que Calliope n'existe, hein, ça fait partie de la réglementation de base de, de de la formation professionnelle, on vous demande d'évaluer, et c'est bien l'organisme qui procède à cette évaluation, l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation. Alors, oui, vous pouvez faire de l'auto-évaluation, mais elle ne sera pas suffisante. Le, le principe de l'auto-évaluation ne correspond pas à ce qui est demandé par l'indicateur et à ce qui est demandé par la réglementation. C'est au formateur, ou en tout cas à l'organisme, sous quelque forme que ce soit, d'évaluer cette atteinte. Vous pouvez le faire via des QCM ou des questionnaires, comme on va le voir aujourd'hui, mais ça peut être via une grille remplie par le formateur sur une observation, une mise en situation. Euh, Tout est possible et recevable tant qu'il y a une traçabilité de cette évaluation effectuée par le prestataire de formation. Voilà. Donc, encore une fois, je le vois souvent en audit, l'auto-évaluation est très sympathique et intéressante, mais pas suffisante. Donc ici, on ne va pas s'attarder trop longtemps sur cet indicateur parce que évidemment, c'est extrêmement spécifique à chaque organisme de formation et à la typologie de vos actions de formation. Mais ce qui est vraiment attendu, et Alexa, tu l'as dit, c'est de démontrer ou du moins d'apprécier l'atteinte des objectifs. Donc, autrement dit, de pouvoir montrer une évolution, montrer que la formation a permis une montée en compétence du bénéficiaire. Et ça, mine de rien, la manière la plus simple de tendre vers ça, ça va être de réaliser un QCM. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recommande, de réaliser un QCM qui sera en fait identique en amont comme en aval de l'action de formation. Pourquoi c'est le plus simple à mettre en place? Premièrement, ça répond vraiment à l'indicateur et parce que aussi, le traitement de ces résultats, de ces deux quiz, va sauter aux yeux et va immédiatement faire apparaître une évolution de l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment intéressant de mettre en place un QCM qui sera le même du coup en amont comme en aval de l'action de formation. Ici, en termes de bonnes pratiques aussi pour administrer le questionnaire, pensez par exemple à mettre en place des QR codes à la fin de l'action de formation. Une fois de plus, c'est vraiment ce qui fonctionne pour collecter de la donnée. Alexa, tu l'as dit, l'auto-positionnement n'est pas suffisant. Donc là, ici, on observe un exemple d'auto-positionnement où on pourrait demander des objectifs, s'auto-évaluer par rapport à ces objectifs en amont comme en aval. Ici, ce qui va nous intéresser pour répondre pleinement justement à cet indicateur, ça va être du coup un QCM identique, donc au début comme à la fin de l'action de formation, et très simplement, via une analyse de ces résultats, de ces quiz, on pourrait par exemple filtrer sur un stagiaire, sur le type de quiz, donc le QCM de positionnement, observer son score et faire pareil avec l'autre type de quiz, celui de l'évaluation, à la fin de l'action de formation. Là, du coup, on est justement à la fin de la journée de formation. Traditionnellement, en tout cas, on vous engage à proposer le recueil des appréciations pour les apprenants à la fin de la formation, avant qu'ils ne partent. Gaspard va en parler, mais vous le savez, une fois qu'ils sont partis, la collecte est quand même beaucoup plus difficile. Voilà, donc pensez à recueillir les appréciations de vos parties prenantes. D'abord vos bénéficiaires, évidemment, mais aussi les entreprises qui vous les ont adressées, les financeurs qui ont financé la formation, les équipes pédagogiques. Tout cela va vous permettre de proposer, de réfléchir à des améliorations, de prendre des mesures, si tel est le cas d'urgence, quand c'est une réclamation, on va le voir au titre de l'indicateur 31, mais pas seulement. Mais surtout, voilà, de réfléchir à long terme à comment optimiser vos pratiques, à comment améliorer votre organisme. Cela peut prendre plusieurs formes. Effectivement, une enquête de satisfaction, c'est tout à fait classique. N'oubliez pas la libre expression, Gaspard va vous le rappeler. Une évaluation qui peut être à chaud, à froid. Un tableau de synthèse, de toute façon, on va le retrouver, ce tableau de synthèse,
pour l'indicateur 2, puisqu'effectivement, il y a une corrélation évidente entre le recueil des appréciations et l'indicateur 2 qui vous demande de diffuser des indicateurs de résultats qui sont adaptés à la nature de vos prestations. Cet indicateur 2, je ne sais pas si vous l'avez remarqué peut-être dans vos derniers audits, on lui porte une attention un petit peu plus accrue ces derniers temps. On vous demande de diffuser à minima 2 indicateurs. OK. Donc, 2 indicateurs, évidemment, ça peut être le nombre de personnes accueillies sur l'année, en tout cas sur la période que vous choisissez de montrer, ou le nombre de sessions, plus la satisfaction. Moi, je pense que ça, c'est un minimum. En tout cas, de borner la période, c'est très important puisqu'on ne peut pas savoir sinon si c'est depuis le départ de la vie de votre organisme, si c'est il y a 2 ans. Donc, une donnée temporelle est importante. La donnée volumétrique, bah, ça c'est vous qui jugez parce que parfois commercialement quand on démarre, c'est pas une donnée qu'on a envie de mettre en avant. Le taux de satisfaction, oui. Et puis on va voir, et Gaspard va le mettre en avant et je trouve ça très intéressant. Vous pouvez aussi euh, vous servir d'indicateurs du type le NPS, hein, tu vas en parler. En gros, est-ce que vos apprenants vous recommanderaient? Et ça, je trouve que c'est assez intéressant de le voir parce que vous pouvez vous servir de ce recueil et de cette publication pour faire du marketing pour votre formation, faire du commerce. Et oui, c'est aussi ça, votre quotidien. Donc, comment on peut faire, Gaspard? Exactement. C'est totalement notre démarche, nous, c'est d'être conforme Calliope, mais aussi d'aller plus loin et d'utiliser les données collectées comme dans le levier marketing. Ça, on va le voir juste après. Ici, l'indicateur 30, du coup, tu l'as dit, précise que le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes. Ça signifie 2 choses très simples. Ça veut dire qu'il faut être en mesure de pouvoir atteindre ces différentes parties prenantes. Donc, on va parler ici de diffusion et aussi de pouvoir recueillir leurs réponses. Donc, ça, surprise, on va parler de questionnaire. L'indicateur 2, quant à lui, il précise que le prestataire présente des indicateurs de résultats. Ça signifie une chose, c'est de pouvoir montrer des résultats synthétiques, compilés, analysés. Donc, en bref, ici, pour être totalement efficace et répondre du coup aux indicateurs 30 et 2, il faut être en mesure d'avoir un système de diffusion, collecte et analyse de données. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va voir ensemble. Moi, je propose qu'on s'attarde sur ces 3 points qui sont clés. C'est les bonnes pratiques de la diffusion, les bonnes pratiques pour construire un questionnaire. On va prendre ici l'exemple du questionnaire de satisfaction à chaud et les bonnes pratiques d'analyse. Donc, hop. Est-ce qu'on voit bien mon écran, Alexa? Oui. OK, super. Commençons par les bonnes pratiques de diffusion pour administrer le questionnaire. Prenons l'exemple d'un questionnaire de satisfaction à chaud. Nous, ce qu'on recommande vraiment à nos partenaires qui font des actions de formation en présentiel, ça va être d'utiliser un QR code. On en a déjà parlé. Vraiment, le QR code, ça va être extrêmement efficace. Tout simplement parce qu'à la fin de l'action de formateur, l'intervenant ou le formateur va pouvoir montrer un QR code et automatiquement, les bénéficiaires vont le scanner et en l'espace de 1 minute à 1 minute 30, vous allez avoir un taux de complétion qui va dépasser les 90%. Donc ça, c'est vraiment génial. Maintenant, il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut être en mesure de pouvoir pré-remplir de l'information dans vos QR codes pour gagner en efficacité. Pour ça, ça peut être assez facile. On pourrait par exemple dire, voilà, moi, je veux créer un QR code qui redirige vers un questionnaire de satisfaction à chaud, mais c'est d'ores et déjà pour évaluer une formation qui a eu lieu, par exemple, à Lyon. C'était une formation en présentiel. Le numéro de session, c'était celui-ci. Le formateur ou la formatrice qui a dispensé l'action de formation, c'était Claire Lefebvre. Et c'était une formation, par exemple, en commerce électronique. Je clique ici. Hop. Et là, vous voyez qu'automatiquement, ça m'a généré ici un QR code ou un lien pour rediriger vers un questionnaire à chaud. Mais vous voyez bien que ce questionnaire à chaud, il contient d'ores et déjà des informations, comme la bonne formation, la bonne formatrice, etc. Et ça paraît tout bête, mais en fait, ça va faire des questionnaires plus courts et donc de la meilleure donnée à analyser derrière. En fait, toutes les informations que vous avez en amont, il faut éviter de les demander à re-remplir à vos bénéficiaires. Donc ça, c'est le premier point. Sur les QR codes, après, évidemment, il faut pouvoir aussi être en mesure de diffuser efficacement vos enquêtes par mail, par SMS. On va faire un exemple ici avec par mail. Donc, par exemple, l'expéditeur, ça doit évidemment être en marque blanche. En aucun cas, vos partenaires doivent recevoir des mails de je ne sais pas qui. Sinon, ça va impacter évidemment négativement votre taux de complétion. Mettez un objet comme vos retours comptent pour nous, ça fonctionne assez bien. Et ici, personnalisez un maximum le contenu du message. On va faire un exemple ici, hop, où je vais m'envoyer le questionnaire à chaud.
Vous l'avez vu, on peut pré-remplir des informations et vous devez pouvoir pré-remplir des informations dans un QR code. Évidemment, il faut aussi être en mesure de le faire via une diffusion mail pour maximiser votre taux de complétion et la qualité des données que vous allez collecter. Ici, on pourrait aussi programmer une diffusion. On va dire par exemple, ce questionnaire-là, j'aimerais le diffuser le 8 juillet, admettons, à 10h30. Donc ça permet de planifier un petit peu aussi tous ces envois. On a pas mal de partenaires qui planifient tout au long de l'année pour gagner en efficacité. Ou alors, autrement, on peut aussi faire une diffusion instantanée. Ce qu'on va faire là pour l'exemple. Et ici, vous arrivez sur du coup une page de relance. C'est très important et c'est mentionné aussi par Calliope. Il faut prouver un système aussi de relance pour augmenter votre taux de participation. Donc, on va planifier tout simplement une relance. On a diffusé le questionnaire ici, vous voyez, le mardi 10. On n'a qu'à dire que la semaine prochaine, à 11h, tous ceux qui n'ont pas répondu reçoivent une relance. Ce qui est très important et ce que moi j'observe beaucoup aussi avec nos partenaires, c'est que beaucoup ont du mal à prouver un petit peu, à garder une trace de leurs envois. Ça, c'est très important, c'est aussi demandé par Calliope. Il faut que vous puissiez efficacement dire, voilà, ce questionnaire-là, je l'ai diffusé à cette date-là, à ces destinataires, à ces bénéficiaires, et il y a une relance qui est programmée. Ça, c'est très important. Donc voilà, le premier conseil sur les modes et les pratiques de diffusion, c'est vraiment au maximum de venir adapter vos pratiques en fonction de votre audience et de vos modes de formation et de vos actions de formation. Hop, je vais regarder dans les mails, comme ça on va remplir maintenant, on passe à la deuxième étape. On a vu les modes d'administration. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir les bonnes pratiques sur la construction du questionnaire. Vous allez voir, et Alexandre a parlé aussi, des bonnes pratiques pour se servir des données comme d'un levier marketing. Donc, vous voyez ici que j'ai reçu un mail de la part d'Edco Academy. Est-ce qu'Alexandre voit toujours bien mon écran? T'inquiète pas. Allez. Je te ferai signe si c'est plus le Bon, cas. magnifique. Donc, vous voyez, le mail est personnalisé. Donc, mine de rien, ça va engager la partie prenante à aller au bout du questionnaire. Ici, on peut scanner le QR code ou alors accéder au questionnaire. Le questionnaire, je me répète, mais c'est vraiment la première brique du process qualité. Donc, celui-ci, il est important à bien construire avec ici les mentions RGPD et de prendre un maximum votre logo, votre charte graphique. On va faire un exemple ensemble. Donc, par exemple, je vais reprendre notre cher ami Alexandre Dumas. Hop, je passe à la question suivante. Ravi de vous revoir, Alexandre Dumas. Une fois de plus, ça peut paraître anodin, mais on va venir engager, on va venir personnaliser l'expérience de complétion du bénéficiaire ou des autres parties prenantes, et ça va les pousser à aller au bout du questionnaire. Vous voyez cette question. De manière générale, êtes-vous satisfait par la formation suivie? Tout le monde la met dans ses questionnaires. Mais il faut aller plus loin. Par exemple, on doit pouvoir créer un scénario sur cette question. Admettons, Alexandre, il répond 3 sur 5 ou moins, disons 2 sur 5. Hop, on va aller chercher du qualitatif, du verbatim. 2 sur 5, OK, que devrions-nous améliorer ou changer? À l'inverse, s'il a émis 5 sur 5, on doit être en mesure de lui demander, ah super, qu'avez-vous le plus apprécié? Et c'est notamment cette donnée-là qu'on pourrait mettre en avant après sur vos sites ou toute cette donnée pour construire des témoignages. Il faut pouvoir aussi rendre des questions évidemment obligatoires en fonction de vos besoins. Et ici, on peut retrouver d'autres typologies de questions, classiques un peu du questionnaire de satisfaction à chaud, avec des options de réponse qui peuvent varier. Du QCM, on a de l'échelle, on peut retrouver aussi du oui-non sur l'atteinte des objectifs pédagogiques prévus lors de la formation en créant des scénarios. Toujours ici, très important, Calliope le demande, une question ouverte. Donc, on va dire par exemple, super formation, mais un peu trop de théorie à mon goût. Et puis après, on en a parlé, on arrive sur cette dernière question. Ça, c'est comme de la satisfaction. Tout le monde le met dans ses questionnaires. Une question de recommandation. Alors, une question de recommandation, c'est génial parce que ça va nous servir à deux choses. La première, c'est de calculer votre NPS, le Net Promoter Score, qui est donc un indicateur de recommandation. Attention, le NPS n'est pas un taux, c'est vraiment un indicateur qui va de moins 100 à 100. Et puis, si on construit de manière assez bien le questionnaire, on va pouvoir, à cette question, créer un dernier scénario. Donc, admettons, le bénéficiaire remplit 5 sur 10 ou moins. Il peut cliquer sur Envoyer. Un écran de fin va apparaître en disant merci beaucoup, vos retours comptent beaucoup pour nous, à très bientôt. Par contre, si le bénéficiaire remplit 9 sur 10 ou 10 sur 10 par exemple et qu'il soumet le questionnaire, alors nous, on peut considérer qu'il a adoré l'expérience de formation. Alors, pourquoi ne pas le rediriger automatiquement vers vos avis en ligne Google, par exemple, pour augmenter votre e-réputation, le rediriger vers le catalogue de nouvelles actions de formation pour réaliser des ventes additionnelles, vers vos réseaux sociaux, vers ce que vous souhaitez. C'est vraiment très important de pouvoir aussi capitaliser sur une démarche qualité pour s'en servir comme une sorte d'arme de développement commercial également.
On a vu des bonnes pratiques en termes de diffusion, des bonnes pratiques aussi en termes de conception, création du questionnaire. Une fois de plus, hein, tous nos modèles de questionnaire sont téléchargeables à la fin du webinaire. On peut voir aussi la bonne pratique maintenant de collecte et d'analyse des données. Donc, on pourrait voir ici, en cliquant sur Analyse, automatiquement avoir un outil qui permet de compiler toute cette donnée-là. Donc, on pourrait défiler le tableau de bord, par exemple, voir les indicateurs généraux globaux qui directement sautent aux yeux. Ici, d'autres indicateurs qui dépendent évidemment directement des questions construites dans votre questionnaire. Et puis, en fin de tableau de bord, on peut retrouver tout ce qui est données qualitatives. Cette donnée-là, elle est aussi très importante. C'est la donnée qui a le plus de valeur et pourtant, c'est celle qu'on prend le plus de temps à analyser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Alexa, tu en as parlé aussi dans la partie veille, mais tout le monde parle de l'IA. Pourquoi ne pas essayer d'analyser automatiquement avec de l'intelligence artificielle vos données qualitatives pour automatiquement sortir des synthèses, des résumés, des tendances de toutes ces données-là. Donc ça, c'est très important également. Et puis, l'avantage d'avoir quelque chose qui compile toutes ces données-là, c'est de pouvoir très simplement affiner l'analyse. Par exemple, pouvoir dire, ben voilà, je veux piloter la qualité, la performance de ma formation analyse financière. Hop, on clique ici, qui a été dispensé par le formateur, la formatrice Alexandre Collin. Et vous voyez, ces informations-là, c'est des informations qu'on avait pré-remplies dans le questionnaire. Donc, c'est pour ça que c'est très important de pré-remplir aussi toutes ces informations. En bref, donc je sais que ça fait peut-être beaucoup d'informations. On va revenir ici pour les bonnes pratiques. Bah, j'en précise, Oui, bien pardon, sûr. j'en profite pour préciser que le replay, bien sûr, sera disponible. Il vous sera envoyé, enfin, le lien vers le replay vous sera envoyé par mail avec le support et avec donc le lien vers les modèles de questionnaires que vous pourrez recevoir gratuitement. Et on remercie chaleureusement Gaspard et les équipes d'EDCO pour les mettre à disposition de nos abonnés aujourd'hui. C'est très important et merci beaucoup. Avec plaisir. Je vois que le temps file, Alexa. Je suis désolé, je parle peut-être un peu Oui. trop. Non, Je vais non, tu as raison. accélérer. Vas-y, vas-y. Euh, Il reste 5 minutes en Allez, principe. Donc, parfait. Donc, en récap, vraiment, pour ces indicateurs qu'on vient de voir, c'est trois étapes clés. La diffusion, pensez au pré-remplissage. Le QR code, c'est génial si vous avez la chance de faire de la formation en présentiel. Programmation, diffusion, relance, c'est indispensable. Et gardez une traçabilité de vos diffusions. Les complétions, pensez à bien travailler votre questionnaire avec des scénarios, des questions ouvertes, des échelles de notation et des redirections. Et l'analyse, pour que vous puissiez être en mesure de pouvoir vraiment capitaliser sur vos données et donc de compiler toutes ces informations-là. l'indicateur 31. Alors, celui-ci, c'est le mal compris ou le mal aimé. Je ne sais pas comment le dire. OK. On parle de réclamation dans cet indicateur. Le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation. Je ne peux que vous qu'attirer votre attention sur le fait qu'on ne parle pas que des réclamations dans cet indicateur, mais aussi des aléas et des difficultés. D'accord? Donc oui, l'indicateur 31 est lié à la réclamation et vous le savez, la réclamation, il faut la traiter d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous devez recueillir l'identité du réclamant, la façon dont il est venu à vous et la façon dont vous lui avez répondu, avec bien sûr le contenu de votre réponse. Et derrière, vous allez traiter cette réclamation par une action peut-être immédiate. OK. Mais cet indicateur 31 vous demande aussi de relever les aléas. Les aléas, ça peut être un dysfonctionnement rencontré le jour J, par exemple le dysfonctionnement du vidéoprojecteur ou l'oubli de l'envoi de la convocation dans le cas de cette session. Tout ça, ce sont des dysfonctionnements que vous devez éviter à l'avenir. Donc, pareil, pensez à le noter. On va voir que la meilleure façon de suivre ces indicateurs 31 et 32, c'est peut-être d'avoir un tableau. Et dans ce tableau, on va vous engager à séparer justement les différentes typologies à suivre. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la réclamation? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'aléa dysfonctionnement? Et qu'est-ce qui est de l'ordre de la suggestion ou de l'idée d'amélioration? Voilà, je te laisse procéder. Merci Alexa. Donc ouais, vraiment ici, le plus simple et le plus direct pour répondre à cet indicateur, ça pourrait être de construire et de mettre en place un questionnaire dédié. Le plus souvent qu'on appelle en effet questionnaire de réclamation. Mais vraiment l'intérêt, c'est de faire remonter tout type de difficultés, problèmes, difficultés, aléas et bien entendu réclamations. Je vous propose directement de voir un exemple à quoi pourrait ressembler ce type de questionnaire et puis après dans l'indicateur suivant, comment en effet traiter ces réclamations.
Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Hop. Donc, évidemment, on retrouve l'exemple du questionnaire ici, en demandant évidemment bah, quelle est la personne qui fait la remontée. Hop. On va reprendre notre cher Alexandre Dumas. Ici, pouvoir préciser aussi bah, qui est la personne qui fait une réclamation. Est-ce que c'est un bénéficiaire, une formatrice, un formateur? On va prendre un apprenant par exemple. Pouvoir aussi préciser dans le questionnaire, bah, OK, la réclamation, elle vient d'où? Est-ce que c'est lié à cette formation, par exemple, par rapport à cet intervenant, ce campus? Libre à vous ici de pouvoir récolter des informations additionnelles pour donner du contexte à la réclamation. Ici, c'est important, comme on doit venir récupérer et faire des remontées de tout type de problèmes, aléas, dysfonctionnements, on va pouvoir préciser. Donc, par exemple, c'est une réclamation. Et ici, laisser évidemment une libre expression pour que le réclamant puisse aborder ici et faire remonter la réclamation. Ici aussi, c'est assez intéressant, on peut demander le mail. L'idée, c'est de ne pas créer trop de frustration et donc de pouvoir répondre au réclamant et donc au moins lui dire, ben voilà, merci pour votre retour, on a bien reçu, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Donc, c'est déjà une première étape. Hop. Et après, vous allez voir directement. Ce qui peut être assez intéressant aussi pour gagner en efficacité, ça pourrait être de déclencher des alertes automatiques. Ça, on le met ici, c'est vachement intéressant. On n'a pas tous le bon réflexe de se dire, OK, je vais regarder un petit peu quelles sont les nouvelles données dans mon questionnaire de réclamation. Donc, si vous avez la possibilité, c'est assez génial de pouvoir déclencher des alertes. On va le voir juste ici. Normalement, j'ai reçu du coup un mail en remplissant automatiquement ce questionnaire-là. Hop, nouvelle donnée, formulaire de réclamation. Bonjour Gaspard, Alexandre Dumas, qui est un apprenant, a fait son retour par rapport à la formation A admise par le formateur 1. Message, certains points clés énoncés dans la fiche de description n'étaient pas abordés. Voilà. Donc ça permet aussi d'être totalement au fait de la réclamation qui vient d'arriver. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu proposes, c'est effectivement d'avoir un seul et même formulaire. Surtout pour les formations longues, ça paraît une très bonne idée parce que vous n'êtes pas à l'abri aussi de récolter des idées très intéressantes. Au-delà, voilà, des retours négatifs, on craint toujours hein, cette réclamation, c'est vraiment l'épouvantail. Sauf que, voilà, d'être ouvert et de proposer ce formulaire tout au long de l'année, tout au long du parcours de formation, ça va vous permettre aussi de montrer que, bah, non, vous n'avez pas peur. Au contraire, vous êtes dans une parfaite démarche d'amélioration continue. Voilà. Et donc, quand il va vouloir cocher les différents scénarios, est-ce que c'est une réclamation? Peut-être que aussi, bah, ça va lui permettre de se tempérer à l'inverse et de dire, OK, non, OK, j'étais un petit peu en colère, mais finalement, voilà, je vais mettre ça sous forme de suggestions, voilà, et ça va peut-être apaiser certaines tensions aussi, d'être ouvert, en tout cas, à la critique. Exactement. Et nous, on l'observe directement sur le terrain, donc c'est très important de bien construire le questionnaire à ce sujet. Alors, l'indicateur 32, c'est vraiment l'aboutissement. C'est la boucle qui se boucle. Je représente souvent Calliope sous forme d'un cercle vertueux qui se termine par cet indicateur parce que grâce à cet indicateur, grâce aux enseignements tirés des retours de vos parties prenantes, vous allez pouvoir mettre en œuvre les actions qui feront de vous un meilleur organisme et en tout cas la nouvelle version de celui-ci. Vous devez, j'aime pas parler en doigt, mais vous devez recueillir et en tout cas traiter, analyser toutes les remontées qui vous sont faites. Alors vous allez me dire, parfois ça peut être un peu beaucoup à gérer. Il y a des choses qui ne sont pas forcément pertinentes. Alors vous avez le droit en revanche, mais il faut les définir en amont et les écrire quelque part, de mettre en place des règles. Par exemple, si moins de 15%, je dis n'importe quoi, ou 10% de nos apprenants ne font pas cette remarque, on ne la prend pas en compte. Parce que parfois, il s'agit, je ne sais pas, du repas à la cantine ou au restaurant qu'on a proposé à nos apprenants. Effectivement, on ne va pas, si ce n'est pouvoir changer de restaurant, avoir beaucoup d'actions là-dessus. En revanche, l'idée, c'est quand même d'avoir un panel assez vaste et de pouvoir derrière, même si vous décidez à la fin de ne pas donner suite, de ne laisser personne sur le carreau. Voilà. Si vous voyez que cette insatisfaction, elle est présente, ou en tout cas ces suggestions sont fortes, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est qu'il y a une donnée à collecter et à traiter. Voilà, donc le tableau d'amélioration continue va servir à ça, à recueillir non seulement les retours de vos apprenants, de vos clients, mais aussi de vos équipes qui ont souvent beaucoup à dire.
j'ai vu passer le question-réponse et on va y répondre ensuite, une question concernant les financeurs. On va aller un peu plus dans le détail après. Oui, je sais, les financeurs ne sont pas assidus sur leurs réponses, voire ne répondent jamais pour la plupart. Pour l'instant, on n'a pas grande prise là-dessus. Vous avez vu que dans la version 8, on a introduit la possibilité pour vous de suivre un webinaire pour justifier, donc un webinaire animé par le financeur sur ses modalités de prise en charge pour justifier de finalement remplacer finalement le questionnaire de satisfaction qui lui serait adressé. C'est bien par financeur, hein, donc ça veut dire que si vous travaillez avec 10 financeurs, vous devez assister à 10 webinaires de chacun et ils n'en font pas tous. OK, donc par principe, pensez plutôt à collecter vos enquêtes de façon classique avec une relance. S'il vous plaît, n'oubliez pas la relance. Ils ne répondent pas, vous n'êtes pas comptable de leur non-réponse. Vous êtes en revanche comptable de l'envoi de votre questionnaire et de sa relance. En effet, Canopy ne stipule pas de taux de participation Non, aux on enquêtes. t'entend pas assez bien, Gaspard. Pardon. Est-ce que tu m'entends là? Oui, Ouais. rapproche ton Ouais, micro. ok. Non, je disais qu'en effet, il n'y a pas de demande de taux de participation minimum à atteindre aux enquêtes. Donc, il faut faire la diffusion, mettre en place la relance et prouver de la diffusion. Après, s'ils répondent ou pas, c'est malheureusement pas de votre fait. Alors, je mets un bémol là-dessus. Il n'y a pas d'un taux par rapport aux financeurs, non. Par rapport aux apprenants, ça pourrait quand même vous être largement reproché, hein, Mm. parce que là, vous les avez devant vous. Donc, si vous avez 2 réponses sur 10, je pense que ça ne passera pas très bien. Voilà. Effectivement, je parlais vraiment des, Financeurs, des on sait. financeurs. Voilà. Exactement. Mm. Et donc, pour l'indicateur 32, ben, tu l'as dit, Alexa, l'idée, c'est de boucler la boucle et donc d'aller vraiment au bout de la chaîne et donc de répondre et donc de traiter toutes ces remontées, réclamations, problèmes, aléas, difficultés que vous avez collectées. Là, l'idée, c'est simplement de vous montrer une bonne pratique, quelque chose qui est assez simple à mettre en place. C'est un exemple de tableau. Donc, on va le voir ensemble. Alors, juste ici. Hop. Donc, on a rempli ensemble le questionnaire et on pourrait tout simplement imaginer construire un tableau comme celui-ci, où en fait, dans cette première colonne, on va faire remonter du coup toutes les données qualitatives, donc toutes les verbatims, toutes les réponses à la question ouverte par rapport à un problème, une difficulté. Tout simplement, on pourrait reproduire ce tableau, donc pouvoir y apposer un statut. Est-ce que ce commentaire, cette remontée qui nous a été faite, on doit être à traiter, en cours de traitement, clos, à ignorer. Ici, pouvoir y apposer une résolution. Et ici, il faut aussi donner un petit peu du contexte par rapport à cette remontée. Donc, quel est le réclamant, quel est son profil, la formation par exemple, l'intervenant, l'objet et même le mail, pour pouvoir directement lui répondre. Pour aller plus loin, une fois de plus, pensez à vous servir aussi de l'intelligence artificielle. On pourrait imaginer mettre le commentaire dans une IA et automatiquement essayer de pousser des pistes d'amélioration ou des suggestions par rapport à la réclamation qu'on aurait récoltée. On pourrait aussi imaginer travailler en équipe, donc intégrer des étiquettes, dire par exemple c'est Gaspard qui s'occupe de traiter ici cette réclamation, hop, dire qu'elle est clos et automatiquement sauvegarder et venir incrémenter un dossier clos qui va vraiment être une preuve aussi lors de vos audits pour dire, ben voilà, j'ai traité ce commentaire. Alors après, il faut aller plus loin aussi. Il faut prouver aussi d'une réponse, par exemple, au réclamant et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. L'avantage avec ce genre de tableau, c'est que vous allez pouvoir aussi très simplement filtrer par objet quels sont les dysfonctionnements, les réclamations, le nom du réclamant, les profils et sortir aussi des analyses pour s'inscrire plus facilement dans une démarche d'amélioration continue et aller au bout du process de démarche qualité. Et j'ajoute aussi que la veille, pour faire le lien entre nos 2 activités, est une excellente source d'amélioration. C'est-à-dire que justement, quand vous détectez, par exemple, au titre de l'indicateur 25, une innovation pédagogique ou technologique à déployer, et ça fait partie de vos améliorations. Il ne faut pas hésiter à le noter. Alors, évidemment, ça ne sort pas forcément d'un questionnaire, sauf si c'est un formateur qui vous l'indique. Mais voilà, vous pouvez alimenter ce tableau aussi avec vos réunions et le fruit de vos réflexions au niveau voilà, de vos équipes. Et, C'est et- important et de le...
mettre en avant, Exact. parce que ce ne sont pas que des remarques négatives. C'est aussi quelque chose qui va vous faire avancer, progresser, et c'est important de le voir ainsi. Et tu l'as très bien dit, ça ne va pas forcément remonter d'un questionnaire. Ça peut être aussi des réunions, des échanges. Donc, essayer de construire un tableau consolidé qui va permettre de suivre un petit peu les différentes sources de remontée des difficultés à l'air. Et enfin, l'indicateur 3. Donc je rappelle que l'indicateur 3, en tout cas pour Calliope, euh, les certifications professionnelles à l'indicateur 3, c'est uniquement le RNCP. Et effectivement, ça fait sens puisque au titre du RNCP, vous devez suivre l'insertion professionnelle de vos précédentes promotions et informer ensuite sur le taux d'obtention des certifications, les possibilités alors de valider les blocs de compétences, etc. Ça, c'est en fonction du référentiel. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment démontrer que vous avez été au plus près de vos cohortes d'apprenants pour vérifier leur insertion dans le métier visé sur le marché du travail, leur niveau économique aussi. Voilà, vous le savez. Donc les questionnaires sont très importants et plus difficiles à collecter puisqu'on est a posteriori de la formation. Donc quelles sont les bonnes pratiques à adopter, Gaspard? Exactement. Qui dit taux d'insertion dit essayer d'atteindre, de sonder vos certifiés qui ont quitté votre organisation il y a déjà plusieurs mois. Donc, c'est en général très compliqué. Ici, il n'y a malheureusement pas de recette miracle, si ce n'est que l'enjeu va être de multiplier vos canaux d'administration, vos canaux de diffusion. Donc, par exemple, faire des premiers contacts par mail en envoyant une première enquête d'insertion. Cette première sollicitation doit être suivie de 2, 3, 4 relances, hein. Nous, vraiment, on préconise au minimum 3 relances automatiques ciblées. Et ensuite, effectuer, pourquoi pas, des relances téléphoniques. On observe qu'il y a de plus en plus de partenaires qui font ça pour vraiment augmenter leur taux de complétion. Et si besoin, croiser aussi les sources d'informations, les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, où vous pouvez trouver des informations. Vraiment, vous pouvez atteindre des super taux de complétion en croisant un maximum et en multipliant vos canaux de diffusion. Voilà, et vous l'avez compris par rapport au décret qui est paru. Là, pour Calliope, l'indicateur 3, c'est le RNCP. Par contre, toute certification aujourd'hui, et donc ça inclut le RS, ce suivi des bénéficiaires, il est majeur. Il est majeur en tant qu'organisme certificateur inscrit auprès de France Compétences, il est majeur. Donc, trouvez vos bons outils, vos bonnes questions, vos bons moyens de suivi. Et de toute façon aussi, si les personnes sont contentes, donc on en revient à la satisfaction de l'action de formation que vous avez dispensée auprès d'elles, elles vont avoir à cœur finalement de témoigner favorablement. Complètement. Ici, quelques bonnes pratiques. Bon, voilà, pensez vraiment à énoncer clairement l'objectif du questionnaire, que ce soit dans le questionnaire, mais aussi à engager vos intervenants, vos formateurs pour qu'ils expliquent, même dans l'action de formation, à quoi servent ces questionnaires, où est disponible, par exemple, le questionnaire de remontée des difficultés. Soignez bien l'UX, l'UI de vos questionnaires. Une fois de plus, c'est la première brique du process qualité. C'est important de bien les construire et de personnaliser, créer des scénarios, de centraliser toutes vos démarches dans un dossier dédié, dans un outil dédié. Et aussi, vraiment, le bon tips, la bonne pratique, c'est d'essayer de capitaliser sur les données collectées pour Calliope, c'est bien, mais aussi pour mettre en avant l'efficacité de vos actions de formation. Et puis ici, si tout ça vous a intéressé, que vous souhaitez en savoir un petit peu plus, on vous propose 45 minutes d'audit qualité gratuit sur vos processus, vos besoins, faire une démonstration aussi personnalisée de la solution. Et puis, jusqu'à un mois, vous avez un code partenaire du coup avec Veille Formation de moins 15% sur votre première année d'abonnement. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, avec plaisir on se rencontre et qu'on discute de vos enjeux qualité. Et puis évidemment, chose promis, chose due, vous pouvez retrouver dans le chat le lien pour télécharger l'intégralité de nos modèles de questionnaires pour que vous puissiez regarder un petit peu plus tout ça en détail de votre côté. Voilà, alors avant de répondre à vos questions, je vais simplement, pour ceux qui doivent nous quitter, vous dire qu'on se retrouvera le jeudi 10 juillet pour notre prochain webinaire qui traitera de la veille du deuxième trimestre. On aura sans doute beaucoup de choses à se dire encore. Voilà, et on va répondre aux questions de chacun et de chacune qui sont dans le question-réponse. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous remercie de votre attention et je remercie Gaspard encore une fois de la générosité Merci de ses Alexa. apports et de ses bonnes pratiques et des questionnaires qu'il met à notre disposition. Voilà. Donc, on va répondre aux questions. Indicateur 30 nous demande, Carole, comment recueillir une évaluation du financeur dans le cadre du CPF? Alors, Carole, en fait, dans le cadre du CPF,
la Caisse des dépôts n'est pas considérée comme un financeur. Les apprenants sont, entre guillemets, vos financeurs puisque c'est leur compte. Donc, la Caisse des dépôts n'a pas à être interrogée. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ensuite, comment faire quand nous n'avons pas en amont de la formation les coordonnées personnelles des participants? Est-ce aussi pertinent sur l'analyse des besoins en début de formation? Alors, évidemment, c'est très courant que vous n'ayez pas les mails de vos apprenants et que ça passe par le filtre de l'entreprise. Deux solutions. Soit vous demandez à votre interlocuteur de transmettre le lien vers votre questionnaire, ce qu'il fera bien volontiers si vous lui expliquez que pour construire la formation, au mieux des intérêts des apprenants, ça va être nécessaire. Donc, vous envoyez le lien et puis les personnes, elles peuvent directement y répondre. Ça m'arrive fréquemment de faire comme ça et ça se passe plutôt bien. Sinon, si vraiment il y a un mur et un refus de la part de votre client, eh bien, à défaut, oui, faites-le en entrée de formation. Vous savez, vous le faisiez dans le cadre du tour de table traditionnel. Eh bien là, on va vous demander quand même d'avoir un suivi par écrit. Donc, soit c'est le formateur qui remplit un petit compte-rendu en faisant ce tour de table, à minima, ou en prenant des photos, des retours des apprenants, si vous le faites, je ne sais pas, avec des post-it. Il y a plein de moyens en fait. Le tout, c'est d'avoir une traçabilité écrite. Bien sûr que le questionnaire en amont, c'est quand même ce qui va vous permettre d'être le plus près de leurs besoins et de leurs attentes et de vous y préparer. Le positionnement indicateur 8 est-il aussi obligatoire pour les formations sur mesure dans la mesure où le parcours de formation est co-construit avec l'entreprise cliente? Eh bien oui, parce que là, vous confondez deux choses. Vous avez une co-construction avec l'entreprise cliente qui va définir, entre guillemets, les besoins de formation. Vous l'avez vu quand même, l'indicateur 4 vous demande de recueillir et celui de l'entreprise de besoin et celui de l'apprenant. Mais l'indicateur 8, on vous demande de connaître le niveau des apprenants. Alors bien sûr que l'entreprise peut vous communiquer les postes des personnes. Et dans ce cas-là, OK, faites un questionnaire un peu précis au niveau de l'entreprise et demandez, voilà, est-ce que ces personnes, enfin, quel est le poste de ces personnes, depuis quand elles l'occupent, est-ce qu'elles ont suivi une autre formation? À minima, vous allez demander ça. Ça ne sera une réponse que parcellaire parce que parfois, ils n'ont pas l'historique des formations qu'ils ont reçues, ces apprenants, parce qu'ils peuvent venir de les rejoindre, etc., etc. Donc, le mieux, c'est quand même, si vous avez procédé comme ça, d'avoir à minima un petit questionnement en entrée de formation. Et encore une fois, le formateur peut prendre des notes. Que faut-il poser comme question au financeur dans le questionnaire? Alors, vous savez, vous allez poser un minimum de questions parce que vous n'allez pas l'interroger sur la qualité de votre formation, il n'y a pas assisté, de la même manière que l'entreprise n'y a pas assisté. Donc, ça va être plutôt en rapport avec le dossier administratif. Est-ce qu'il est conforme aux exigences de l'organisme financeur, en fait, puisque vous le savez, parfois, au-delà du certificat de réalisation qui est demandé par tous, ils peuvent avoir des petites exigences particulières. Ils ont aussi chaque année voilà, des, des petites choses qui vont déterminer si la formation va être prise en charge ou non parce qu'elle correspond aux thématiques qu'ils ont choisies, etc., etc. C'est pour ça que nous, chez Veille Formation, on vous engage toujours à aller regarder très précisément début d'année quels sont voilà, ces objectifs définis par chaque OPCO. Est-ce que votre catalogue rentre dedans? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être plus au fait de ça? Donc, posez un minimum de questions aux financeurs. Vous savez, ils répondent peu ou pas. Donc, deux, trois questions. Voilà. Est-ce que nos dossiers correspondent à vos exigences? Avons-nous quelque chose à améliorer? Voilà, deux questions suffiraient, je dirais. Là, c'est une question pour toi, Gaspard. Alors, il y en a plusieurs qui parlent d'EDCO. Est-ce que les solutions d'EDCO sont gratuites? Est-ce que les modèles sont aussi dispo pour les non-abonnés? Alors, je te Alors, laisse y répondre et parler non, d'EDCO, justement. oui, la solution n'est pas gratuite. Vous avez un discount si vous êtes partenaire, du coup, et client avec Veille Formation. Nos licences commencent à 100 euros hors taxes par mois et dépendent du coup de votre volume de stagiaires et du système qualité que vous souhaitez mettre en place. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, ben, vous allez recevoir à tous ceux du coup qui ont participé à ce webinaire nos modèles de questionnaires. Sinon, vous avez toujours dans le chat
la possibilité de vous inscrire pour recevoir automatiquement tous nos modèles de questionnaires. Salomé peut remettre le lien si vous voulez. Les réclamations aléas à traiter sont-elles seulement celles qui sont écrites? Alors, les aléas, non. En principe, on indique qu'une réclamation doit être, si ce n'est écrite, à minima tracée. Donc, si c'est un appel téléphonique qui vous est adressé, vous devez relever l'objet de la réclamation. Voilà, elle doit être tracée, le réclamant doit être tracé, la réponse que vous y apportez, etc. Les aléas, si votre formateur vous dit de retour de formation, voilà, il s'est passé ça, vous devez le prendre en compte quand bien même il ne vous a pas écrit un mail sur le sujet. Ensuite, j'essaye de voir s'il y a des choses redondantes. Euh, alors, oui, réclamation, dysfonctionnement, aléa, du jargon que nous connaissons, mais l'apprenant, le formateur, le financeur, pas forcément. Dans le questionnaire, est-il possible de donner des définitions? Alors, bien sûr, vous pouvez donner des définitions. Vous pouvez aussi remplacer ce jargon, hein, il n'y a aucun souci. Avez-vous rencontré des difficultés durant la formation? Un formateur, ça va être important quand même qu'ils comprennent l'enjeu. Donc, vos équipes, c'est important qu'elles soient bien au courant de ce qu'elles doivent relever et de l'attitude à déployer avec ça. C'est-à-dire que si effectivement il y a eu un aléa durant la formation, c'est important que le formateur vous en informe. Il vaut mieux que ce soit le formateur qui vous en informe et pouvoir agir directement, rapidement, avant de regarder vos enquêtes et de voir apparaître cette problématique. Donc, prenez à vos équipes à bien reconnaître ce qui est de l'aléa, du dysfonctionnement, de la réclamation, de la suggestion. L'apprenant, lui, à la limite, peu importe. Le tout, c'est qu'il ait la possibilité d'émettre son commentaire. Et ce sera à vous de déterminer derrière s'il est vraiment très, très mécontent et dans ce cas-là, de le classer en réclamation ou si c'est simplement quelque chose qu'il voudrait voir améliorer et de le classer en amélioration. Si c'est une problématique, vous saurez que c'est un aléa dysfonctionnement. Ok, ben je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Y a-t-il d'autres questions puisque là, quel outil utilisez-vous pour réaliser vos enquêtes? Eh ben, en l'occurrence, chez Veille Formation, on utilise Edco, mais bien sûr que d'autres possibilités s'offrent à vous. L'idée, c'est en tout cas de réfléchir à des moyens qui vont vous demander à vous un minimum de temps de traitement, à vos apprenants, enfin en tout cas à vos parties prenantes, un minimum de temps de réponse, parce qu'on est tous très pressés, on a tous beaucoup de choses à faire dans nos journées. Donc, si vous facilitez, comme l'a dit Gaspard, la complétion, la possibilité d'y répondre, par exemple, via leur téléphone, etc., forcément que le taux de réponse va être meilleur. C'est une évidence. Voilà, je crois que... Ah non, j'ai une autre question. Bonjour, est-ce que la gestion des incidents sous forme de tickets qui sont gérés par une équipe support IT ou admin ou autre répond à l'exigence? À noter que nous avons un système d'enregistrement des insatisfactions identifiées dans les enquêtes de satisfaction. OK. Alors, oui, ça peut être fait sous forme de ticket, ça peut être fait sous la forme que vous voulez. Tant que vous tracez bien, encore une fois, bah, l'objet, la typologie, aléa, réclamation, suggestion, et l'action que vous menez et que vous arrivez à suivre cette action parce que hein, tout l'objet, c'est pas de faire un tableau, c'est bien sûr d'avoir une action en réponse et de la mener à terme et de voir si cette action a été efficace. Ça, c'est vraiment le principe de base de la qualité au-delà de Calliope. Si vous êtes familier de l'ISO 9001, vous le savez, c'est le principe de base. Vous rencontrez une problématique, on vous fait une suggestion, vous allez tracer cela pour arriver jusqu'à clôturer votre action, jusqu'à voir si elle est efficace. Voilà, donc peu importe en fait le mode de traitement, s'il est efficace. Voilà. Ok, bon, ben, je pense que on a fait le tour. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouve donc le 10 juillet à la même heure, 13h30, 14h30. Et je remercie vraiment très sincèrement Gaspard et les équipes d'EDCO pour ce beau webinaire qui a été très instructif, je pense. Et voilà, on a été rapide, mais dans le détail. En Merci même beaucoup, temps, en 1 heure de Alexa. temps, c'est difficile de faire mieux. Merci Gaspard. Très bonne journée à vous tous. À très bientôt. Au revoir.